Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisque nos smartphones sont devenus nos compagnons de tous les instants. Ils sont à la fois notre outil de travail, notre portefeuille, notre album photo, même parfois notre passeport. Et tout cela, ça en fait une cible privilégiée pour les cyber-attaquants. Le thème du jour, c'est donc comment mieux comprendre la surface d'attaque des mobiles pour pouvoir la renforcer efficacement grâce à la complémentarité du MDM et du MTD. Deux briques qui, séparées, sont déjà très puissantes, mais réunies ensemble, créent une défense bien plus robuste. Donc aujourd'hui, au programme, on va d'abord faire un bref aperçu du paysage des menaces. On va présenter ensuite qu'est-ce que c'est qu'une solution de MTD, le facteur différenciant de la solution MTD qu'Ivanti propose, quelques démonstrations et ensuite un espace de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat dès à présent. Et mon complice, en dehors de la scène, me donnera des indications quand il y a des questions de votre part pour pouvoir rendre la présentation plus interactive. C'est parti, on va commencer par présenter un petit peu le paysage des menaces. Donc on va commencer ici par observer ce graphique qui illustre en fait très clairement la transformation majeure de nos usages numériques. Si on remonte aux origines de ce graphique, donc aux années 2009 environ, l'écrasante majorité des connexions, elles se faisaient encore depuis un ordinateur. Puis, autour de 2016-2017, on observe un premier tournant historique. Pour la première fois, le mobile rattrape le desktop et devient son égal. Ce basculement, il pourrait s'expliquer par exemple par la maturité des smartphones, l'apparition de la 4G, l'explosion des réseaux sociaux et le passage massif au mobile first. Ensuite, la deuxième rupture qu'on peut observer, qui est visible ici, c'est fin 2020, début 2021. Le mobile prend une avancée décisive et cette accélération ici, elle coïncide avec la pandémie de Covid où nos usages se sont profondément transformés. Et donc aujourd'hui, le mobile, il s'impose donc comme l'écran principal et c'est ce qui explique que la protection contre les menaces mobiles, elle est devenue un enjeu prioritaire. Pourquoi c'est essentiel? Alors quand on regarde ces chiffres, on comprend immédiatement. 80% des utilisateurs s'authentifient depuis leur smartphone, et 70% utilisent la messagerie mobile au quotidien. Résultat, ça fait près de 60% du trafic Internet mondial qui passe par le mobile. Et forcément, les cybercriminels, ils s'adaptent. Plus de 80% des attaques de phishing sont maintenant optimisées pour le mobile. Côté vulnérabilité, on a 80% des failles zero day qui ciblent iOS. Et du côté Android, on a vu une augmentation de plus de 138% des vulnérabilités critiques. En résumé, le mobile est devenu à la fois l'outil central de nos usages numériques et la cible prioritaire des attaquants. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, les pirates s'intéressent de plus en plus à nos appareils mobiles, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nos smartphones et tablettes, elles sont partout. Donc, ça nous donne accès à quasiment tout, nos emails, nos fichiers, nos espaces cloud. Et pour se connecter à ces applications, c'est aussi simple que de télécharger une application sur le store. Au final, dans beaucoup d'entreprises, les mobiles représentent aujourd'hui clairement un maillon faible. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte des risques. On se connecte au Wi-Fi public, on laisse le Bluetooth activé, on se connecte à des réseaux non sécurisés ou malveillants qui peuvent permettre à un attaquant de surveiller ou de capturer nos informations sensibles. On peut éventuellement aussi installer des applications qui ont l'air a priori inoffensives, mais qui permettent de donner accès aux données à distance. Un simple téléchargement, sans le savoir, notre appareil peut être surveillé, contrôlé à distance ou nos données peuvent fuiter. Alors pour le web ici, c'est là qu'on va avoir tout ce qui concerne plus l'ingénierie sociale. Donc ça va être le point d'entrée pour voler des informations personnelles ou professionnelles. Et puis c'est aussi l'opportunité pour certains utilisateurs d'aller sur des sites peu recommandables. Et bien sûr, sans oublier le système d'exploitation qui parmi nous, par exemple, aujourd'hui, pense à vérifier en permanence que l'OS est bien à jour, qu'il est encore upgradable, que ce n'est pas une version qui contient des vulnérabilités, etc., etc.
Et voilà, c'est par tous ces points d'entrée que les pirates peuvent trouver donc un point, une porte d'entrée par tous ces points-là, à cause de vulnérabilités non corrigées ou d'erreurs de comportement de la part de l'utilisateur final. Très brièvement, pour rappel, et vous le savez tous déjà, dans nos smartphones, on a un joyeux mélange. Les emails professionnels qui côtoient les photos personnelles, les cartes bancaires enregistrées, les données de santé, et j'en passe. En clair, c'est à la fois notre bureau, notre coffre-fort et notre vie privée qui sont dans une seule poche. Alors, pourquoi les mobiles sont plus vulnérables? Déjà, d'abord, parce qu'on mélange les usages perso et pro sur le même équipement. Alors, les attaquants vont pouvoir profiter de cette surface d'attaque élargie pour accéder à des données sensibles via des applications peu sécurisées, par exemple, mais pas que. Ensuite, parce que beaucoup d'applications demandent trop d'autorisation. Une application malveillante, avec les bonnes permissions, elle peut espionner l'utilisateur, intercepter des communications ou enregistrer des frappes clavier. Et puis aussi parce que sur le mobile, les attaques phishing sont plus difficiles à repérer. Les utilisateurs vont cliquer plus facilement sur des liens malveillants dans des SMS ou dans leur application de messagerie. Ensuite, on peut citer les connexions à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Les smartphones sont conçus pour se reconnecter automatiquement à un réseau Wi-Fi déjà connu. Par exemple, si dans le train, je me suis déjà connectée au réseau SNCF une fois dans ma vie, le smartphone enregistre ce SSID, comme vous le savez tous, dès qu'il sera à nouveau à proximité d'un réseau qui porte l'exact même nom, il pourra potentiellement s'y reconnecter automatiquement. Sauf que n'importe qui peut se faire passer pour le réseau Wi-Fi de la SNCF ou de Starbucks. C'est très facile à usurper. Et donc d'avoir un smartphone qui va quelque part se connecter à un réseau qui n'est au final pas celui qu'il prétend être et ou qui n'est pas sécurisé. Ensuite, on peut mentionner aussi la faible visibilité pour les équipes IT. Contrairement aux PC, les smartphones sont peu souvent intégrés au réseau de l'entreprise, au SIEM, à un EDR, etc., etc. Les entreprises, elles ont donc peu de visibilité sur l'état de sécurité de ces terminaux-là, et encore plus quand on est dans une stratégie Bring Your Own Device. Enfin, c'est important de rappeler qu'on est sur une expérience utilisateur et une ergonomie totalement différente, puisqu'on est sur un petit écran. Donc sur mobile, l'utilisateur, il agit souvent dans l'instant. La notification push, le multitâche rapide, la réponse en un geste. C'est des automatismes qu'on a intégrés au quotidien et c'est une réactivité qui est devenue quasi automatique et qui laisse moins de place à l'analyse ou au doute. Et puis, sur un petit écran, on peut avoir moins d'indices potentiellement visuels pour la prise de décision. L'URL peut être tronquée, les liens peuvent ne pas être survolés, les pièces jointes ou les boutons peuvent sembler normaux. Le design responsive des emails ou des applications qui peut parfois cacher certains éléments qui auraient été plus facilement identifiables sur un PC. Un bref aperçu récent d'une carte des menaces mobiles en France, récente, qui date de mai de cette année, donc, où on peut ici observer les types de menaces qui ont été répertoriés par la solution de solutions de protection contre les menaces mobiles que nous proposons. Et donc, on peut voir ici, évidemment, une concentration assez importante sur les zones principales que sont Paris, Bordeaux, Lyon, etc., Rennes, Nantes. Mais ça donne aussi une visibilité sur le type d'attaque qu'on peut avoir identifié ces derniers mois. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ? A priori, non. Donc, je continue. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a un rapport effectué par Malwarebytes Labs qui révèle une explosion spectaculaire des malwares sur Android avec une hausse de 151% en seulement 6 mois, et, qui en fait une cible privilégiée pour les cybercriminels. Android, qui domine évidemment le marché mondial avec plus de 70% des parts, subit une vague d'attaques de plus en plus sophistiquées.
il y a les logiciels espions qui sont capables de voler des contacts, des messages, des localisations, qui ont donc bondi ces derniers mois, tandis que les malwares se multiplient aussi via des SMS frauduleux qui sont en hausse de 692%. Et en plus de ça, ce qui n'aide vraiment pas, c'est que les attaquants maintenant s'appuient énormément sur l'intelligence artificielle pour mieux tromper les utilisateurs. Donc c'est un peu une course. Et l'apport de l'IA ces derniers temps a vraiment rendu encore plus crédibles ces attaques. Et donc ce pic d'activité malveillante, il a culminé entre février et mars. On a jusqu'à atteindre 4 fois le niveau initial de malware détecté en début d'année. Les cybercriminels vont exploiter notamment des attaques liées aux taxes, aux faux péages, vont déployer des liens, des applications frauduleuses qui se font passer pour des services officiels. Voilà. Donc ici, on a un lien. Vous pourrez récupérer la présentation à l'issue de ce webinaire où je vous invite à visiter. Donc voilà. En plus, il y a un dernier point quand même que je souhaite dire, c'est que la fragmentation du parc Android, elle aggrave la situation. Il y a plus de 30% des appareils qui restent bloqués sur des versions obsolètes, sans correctif de sécurité. Si on continue à creuser un petit peu dans l'actualité, on a eu une faille zéro clic qui a été corrigée par WhatsApp fin août 2025. Donc c'est très très récent. Il est courant de penser qu'on risque d'être piraté en cliquant sur un lien suspect ou en installant une application douteuse. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, mais il faut aussi prendre en compte que la situation a évolué et qu'il existe aussi ce qu'on appelle des attaques zéro clic, qui, comme leur nom indique, ne nécessitent aucune interaction de l'utilisateur final. Pas besoin de cliquer, d'ouvrir une pièce jointe ou lire un message. Et parfois, c'est une notification ou un message furtif qui va suffire à exploiter une faille inconnue. Et donc là, c'est ce qui s'est produit récemment avec WhatsApp sur iPhone et Mac, de mémoire aussi, où une vulnérabilité a permis aux attaquants d'installer un spyware à distance, sans que les victimes puissent s'apercevoir de quoi que ce soit. Alors là, c'était une attaque ciblée, il y a moins de 200 personnes qui ont été ciblées, mais ça reste quand même un incident significatif parce qu'il démontre qu'un téléphone peut être infecté sans que son propriétaire n'interagisse d'aucune manière. Toujours dans l'actualité, on a un incident d'espionnage qui a été confirmé par Citizen Labs. Il y a plusieurs journalistes qui ont été la cible du logiciel espion Predator, qui a été conçu par l'entreprise Paragon Solutions. Et ce, malgré le fait que les iPhones en question étaient parfaitement à jour au niveau de l'OS. Donc, il s'agit d'une étude publique qui est très poussée. Je vous invite une fois de plus à aller regarder aussi le lien que je partage ici. Mais ce qu'on peut noter ici, c'est que l'environnement international est marqué par une montée en puissance de la surveillance numérique, principalement orchestrée par des gouvernements ou des entités. Voilà. Donc, les journalistes se retrouvent de plus en plus exposés à ces menaces, même lorsqu'ils utilisent des dispositifs considérés comme sécurisés. Pour finir, quelques statistiques supplémentaires. Au premier trimestre de 2025, on a comptabilisé 1 million d'attaques de phishing. Les attaques via trojans bancaires mobiles sont 4 fois plus nombreuses. Le phishing qui vise les mobiles représente 1/3 de toutes les menaces identifiées. Et 61% des entreprises ont subi déjà une fraude mobile. Ici, j'ai essayé de donner différentes sources. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien à chaque fois. Je vous inviterai éventuellement à consulter si vous voulez creuser le sujet. Pour conclure sur ce premier chapitre sur la surface d'attaque, très rapidement, on a généralisé l'antivirus sur les PC en 1987. La question qui reste encore d'actualité, c'est quand va-t-on enfin généraliser la sécurité mobile? Au regard de tous ces éléments qui montrent que les cyberattaquants ciblent principalement les smartphones et les tablettes. Alors, c'est là qu'entre en jeu la protection contre les menaces mobiles. Donc ici, il s'agit de protéger sur 4 vecteurs, à la fois au niveau de l'appareil,
pour vérifier que l'appareil ne soit pas jailbreaké, routé, qu'il n'y ait pas d'exploit au niveau du système d'exploitation, de grandes vulnérabilités, d'élévation de privilèges, voilà, s'assurer que l'OS est non altéré. Côté réseau, donc on l'a vu un petit peu tout à l'heure, s'assurer que lorsqu'un utilisateur se connecte au réseau Wi-Fi, que ce soit dans une gare ou un café ou ailleurs, qu'il n'ait pas à faire un réseau non sécurisé, voire pire, qu'il ne se retrouve pas face à une attaque de type man in the middle, dont je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Côté applicatif, on peut surveiller et protéger n'importe quelle application. C'est vrai que Google et Apple font un très bon travail, hein. Ils font déjà ce travail en amont de scanner toutes les applications qui rentrent sur leur store respectif. Mais de temps en temps, une application passe au travers de ces mailles-là de vérification des stores. On en voit quand même assez fréquemment des exemples dans la presse. Et puis, c'est encore plus vrai pour les applications qui seraient chargées localement ou qui proviendraient de stores tiers. Enfin, ça passe aussi par la protection contre le phishing. Donc, que ce soit via des SMS, des liens malveillants, des messages WhatsApp ou même en scannant un QR code. Parce que quand vous scannez un QR code, vous n'avez aucun moyen de savoir où cette URL va pointer. Donc voilà. En plus de tout ça, on peut mentionner aussi le filtrage web, dont je parlerai un petit peu plus en détail après. Pour schématiser, à quoi peut-on raisonnablement s'attendre en termes de capacité de mécanisme quand on parle de solutions de protection contre les menaces mobiles? Alors évidemment, il y a la détection des menaces. L'idée, c'est d'être capable d'identifier rapidement si un appareil mobile est compromis, exposé ou ciblé par une attaque. Ensuite, un enjeu majeur aussi à ne pas oublier, c'est la confidentialité de l'utilisateur. C'est un point clé. C'est-à-dire qu'on va protéger le collaborateur sans pour autant surveiller son activité ou récupérer ses données personnelles. L'équilibre entre sécurité et respect de la vie privée est un point vraiment essentiel dans ce type de solution. Alors, il y a aussi la protection du réseau dont je viens de parler à l'instant pour s'assurer que les connexions mobiles sont sécures, qu'il s'agisse d'un Wi-Fi public, d'un hotspot inconnu ou autre. Un autre volet important, ce sera la protection contre le hameçonnage, donc le phishing dont j'ai déjà parlé. L'évaluation du risque applicatif ou app vetting, dont je vais parler juste après dans le slide qui suit. Donc, je ne m'étends pas dessus, mais en gros, ça consiste à analyser les applications qui sont déjà installées et à alerter si une application n'est pas conforme à la politique de l'entreprise. L'évaluation des vulnérabilités, donc vérifier que l'appareil est à jour, qu'il ne présente pas de failles, etc. etc. Quand une menace est détectée, il faut pouvoir mettre en place des mesures correctives. Ça peut être la mise en quarantaine d'une application, le blocage temporaire d'un accès, etc. etc. Si l'attaque est avérée, il faut passer à la réponse aux incidents en s'intégrant à des processus de l'entreprise, éventuellement pour alerter, isoler ou contribuer à limiter l'impact. Il y a aussi l'enjeu de la surveillance de conformité. Ça consiste à s'assurer que chaque appareil respecte les règles de sécurité définies par l'entreprise. Par exemple, le chiffrement, le code de verrouillage, etc., etc. Et enfin, une bonne solution MTD doit pouvoir offrir des capacités d'intégration, par exemple avec des briques comme un SIEM. En résumé, une solution MTD efficace, c'est un ensemble cohérent qui combine détection, protection, rémédiation et intégration, tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Alors, j'en parlais juste avant, le app vetting, qui est un module avancé aussi, qui va permettre d'analyser les applications pour s'assurer que celles-ci ne comportent pas de comportement à risque ou de vulnérabilité. Le but, c'est de pouvoir aussi définir vos propres filtres personnalisés, propres à vos règles de sécurité dans votre entreprise, et donc de pouvoir filtrer les applications selon diverses caractéristiques. Là, j'ai mis des exemples en capture d'écran et de dire, par exemple, moi, au sein de ma structure, j'interdis toutes les applications qui font appel à ChatGPT, qui dialoguent avec un serveur au Pakistan, qui accèdent à mes SMS, etc., etc. Et de pouvoir créer des filtres comme ça personnalisés pour pouvoir définir si une application correspond à ces critères-là, je la définis comme étant non conforme et j'en veux pas.
Voilà. Donc ici, on va un peu plus loin dans une démarche proactive. On va vraiment s'assurer en amont que les applications qu'on déploie sur la flotte, sont compatibles avec ces règles-là et ces caractéristiques qu'on a déterminées. Et donc, souvent, quand on parle de protection contre les menaces mobiles, les clients nous disent: «Mais j'ai déjà un MDM». Et c'est vrai que le MDM, il est très important parce qu'il permet aux entreprises de définir, des politiques, de les appliquer, les faire respecter et c'est lui aussi lui qui a les droits, les plus importants sur l'équipement sur l'appareil. Il va proposer, des capacités de retirer des applications, de bloquer, de verrouiller, qui v sont très complémentaires avec une solution, MTD. Parce que lui, le MTD, heu, il permet pas d'appliquer, des gestions politiques et cetera, mais il est très fort pour détecter activement les menaces, diagnostiquer les vulnérabilités, et ensuite passer la main au MDM pour que le MDM, lui, puisse aller plus loin, notamment mettre en quarantaine les applications professionnelles parce qu'on a identifié que la sévérité était trop importante, l'appareil est trop compromis et cetera et cetera. Donc c'est vraiment les 2 solutions qui travaillent, et qui fonctionnent conjointement, plutôt que de les voir comme des solutions, opposées. Voilà, c'est vraiment très complémentaire. Ah! J'écoute, j'écoute. On a 3 questions apparemment. Non, je alors la première question, concernant les mesures correctives, celles-ci peuvent-elles être rémédiées automatiquement ou manuellement par l'utilisateur? C'est une très bonne question. Donc, le fonctionnement, tel qu'il est prévu idéalement, c'est de pouvoir les mener de manière automatique. Le but étant de ne pas, faire poser, supporter la charge, de savoir quoi faire pour l'utilisateur final. En revanche, ça peut être pertinent de bien l'alarmer et de bien l'alerter pour contribuer, je dirais, à l'apprentissage et à la vulgarisation des utilisateurs finaux en ce qui concerne, tous les sujets relatifs à la sécurité. Ça peut être quand même très pertinent pour lui qu'il sache exactement ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose à définir, voilà, est-ce qu'on veut donner trop d'informations? Ça peut être anxiogène, l'utilisateur peut se sentir un peu impuissant ou le strict minimum pour l'aider à l'éduquer et à le sensibiliser aux enjeux de sécurité. Mais le but, de la solution, c'est quand même d'aller, dans l'automatisation de la rémédiation, et des actions, proposées, par la solution. On a d'autres questions? Ah! Quelle est l'augmentation des risques sur iOS comparée à Android? Alors ça, c'est une question de guerre de chapelle dans laquelle je suis pas sûre de vouloir rentrer. Plus sérieusement, heu, les 2 OS sont vulnérables. Heu, longtemps, on a pensé que iOS était plus sécure qu'Android, et cetera. Bon, dans les faits, d'autant plus si on prend en compte aussi la spécificité de ce qu'on appelle les iOS shortcuts sur iOS et cetera, qui est une surface d'attaque supplémentaire qui n'existe pas sur Android. Dans la réalité, les 2 sont tout autant ciblés. Parfois, on a des attaques très puissantes qui ont lieu sur iOS, parfois sur Android. Voilà, je rentrerai pas, j'ai pas le chiffre exact, au jour le jour qui dit laquelle des 2 plateformes est la plus vulnérable. Troisième question? Mmh. Alors, répète-le, je vais le répéter à voix haute en même temps que toi. La séparation étanche des usages pro ou perso sur les terminaux rend l'usage très peu confortable pour les utilisateurs. Auriez-vous une solution pour faciliter cela? Alors, là, tout de suite, sans parler du cas d'usage, en question détaillé, j'aurais pas forcément une solution, sortie de mon chapeau magique. Ça nécessiterait de comprendre qu'est-ce qui est inconfortable pour les utilisateurs finaux? Est-ce qu'il y a, besoin d'assouplir certaines règles de data leak protection qui faciliteraient le confort ou pas, en fonction des enjeux? Où est-ce qu'on met le curseur, entre, liberté d'utilisation et sécurité, hein? C'est un curseur assez fin à déterminer. Ça peut mériter de discuter ensemble, de nous contacter, pour qu'on parle plus en détail de vos cas d'usage personnalisés.
À l'autre question, super. Merci Pascal. Donc je continue. Euh, bon, pour résumer, un aperçu général de la valeur ajoutée du MTD. Donc c'est une solution qui est intégrée, qui est déployable pour les utilisateurs iOS, Android. Il n'y a aucune action à effectuer pour déployer ou activer le client. Je reviendrai dessus juste après. Le MTD va détecter les attaques connues et inconnues sur l'appareil, les attaques sur le réseau, les applications, grâce à des algorithmes de machine learning. Et il offre également une protection contre les attaques par hameçonnage. Grâce à son moteur d'analyse d'applications avancées, le MTD va permettre d'analyser les risques de confidentialité et de sécurité susceptibles d'impacter significativement l'organisation. Et puis, le MTD, ça peut neutraliser les menaces sur les appareils, même si ceux-ci ne sont pas connectés au Wi-Fi ou à un réseau cellulaire, parce qu'on intègre des actions locales, dont je parlerai juste après. Et on a enfin une console et des tableaux de bord qui vont vous permettre de pouvoir administrer et d'être informé en temps réel de ce qui se passe en termes de sécurité sur votre flotte. Alors, quels sont les facteurs différenciants de la solution MTD proposée par Ivanti? Si vous êtes déjà client de nos solutions MDM, en fait, il est déjà présent. Ce module est déjà là, installé depuis le premier jour. Il est juste dormant sur vos équipements. Et on a fait l'effort de l'intégrer directement dans notre agent. Ce qui fait que pour l'activer à distance, ça ne nécessite aucune action de l'utilisateur final. Il n'a rien besoin d'ouvrir, d'accepter, etc. On pousse une clé d'activation et automatiquement la protection contre les menaces mobiles est activée. Elle passe de off à on. On est dans une véritable activation zéro touch. Contrairement à d'autres solutions du marché où il va quand même falloir à un moment donné ouvrir une application ou approuver une autorisation, qui fait que les retours qu'on a de nos clients qui s'appuient sur ce genre de solutions non intégrées, entre le MDM et Ivanti et le MTD, peuvent atteindre parfois uniquement que jusqu'à 40 ou 50% d'activation de leur flotte, ce qui n'est pas terrible pour un outil de sécurité. Donc on vise évidemment une adoption à 100%. Deuxième point vraiment différenciant de la solution, on a embarqué une partie du mécanisme en local sur l'appareil. En temps normal, on va avoir un scan qui s'effectue sur l'appareil, ce qu'on peut voir sur la partie gauche ici de l'image. Et ensuite, on va déporter toute l'intelligence sur le cloud ou sur le serveur pour faire la détection, informer, envoyer les instructions, pour qu'ensuite, en local, on puisse remédier à la menace. Chez Ivanti, on a intégré des actions locales qui permettent de protéger sur un temps réduit, puisqu'il n'y a pas forcément systématiquement ce dialogue qui s'effectue dans le cloud, pour pouvoir scanner, reconnaître et remédier directement en local. Ce qui fait que même si l'équipement se retrouve hors ligne, et disons-le clairement, un attaquant intelligent et malin, la première chose qu'il va faire, c'est de vous couper de l'intelligence potentiellement accessible à l'extérieur. Eh bien, vous pourrez quand même bénéficier d'une protection contre les menaces qui sera disponible même en mode offline. Alors, passons aux démos. Ici, je vous ai concocté et pré-enregistré une petite vidéo de démonstration de hacking sur un smartphone Android. En termes d'équipement, je n'ai pas eu besoin de grand-chose. Hein. Un dongle sur mon ordinateur et j'ai monté un Linux Kali, voilà, avec tous les outils de hacking qui vont bien. Et le but, c'est de vous présenter ça tout de suite. Donc ici à droite, j'ai un utilisateur qui va aller se connecter sur sa boîte mail Outlook. À gauche, j'ai ma console de hacking et on voit qu'ici, en fait, j'ai redirigé, sans qu'il le sache, l'utilisateur, il a été redirigé sur mon serveur à moi. Mais pour l'utilisateur final, c'est la mire de login d'Outlook. Tout est officiel. Il rentre son login et son mot de passe. Il n'y a aucun, à part s'il observe un petit peu l'URL en haut, voilà, qui est légèrement différente. Mais un attaquant intelligent prendra un nom de domaine qui est très proche. Et là, on peut voir déjà à gauche que j'ai piraté son identifiant et son mot de passe. Il ne le sait pas. Pour lui, tout s'est bien passé. Regardez, il est redirigé à droite.
sur sa boîte mail. Donc, il est allé sur Outlook, il s'est identifié, il a accès à ses mails, pour lui, tout va bien. À gauche, on peut voir qu'en fait, moi, j'ai volé son cookie de session. Et donc, ce cookie de session, je vais le copier. Je vais aller sur mon ordinateur sur Outlook. Avec un petit outil d'édition de cookies, je vais juste coller ce que j'ai volé. Je vais rafraîchir la page et je rentre dans la mailbox de la personne que j'ai attaquée. J'ai hacké son compte et sa session. Alors, brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? Un utilisateur qui se connecte au Wi-Fi, qui va sur Outlook, qui s'identifie, qui vérifie ses mails. Pour lui, tout s'est bien passé. En parallèle, ici, il y a un attaquant qui se connecte au même réseau Wi-Fi et qui cible particulièrement cet utilisateur-là. Et c'est là qu'entre en jeu l'attaque man in the middle, c'est-à-dire que l'utilisateur pensait aller sur le serveur officiel d'Outlook, mais en fait, il est redirigé chez moi avec un portail qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au portail officiel et qui me permet, moi, derrière, avec des techniques telles que l'ARP poisoning, le DNS spoofing, et je ne rentre pas plus que ça dans le détail technique, mais qui va me permettre de rediriger l'utilisateur vers mon portail captif, de pouvoir récupérer, voler ses identifiants et d'avoir accès à sa boîte mail. Voilà, ça c'est un exemple d'attaque man in the middle. Il existe plein d'autres types d'attaques, mais le but était un petit peu d'illustrer pour mieux comprendre à quoi peut ressembler une attaque réseau. Maintenant, si le mobile est équipé de la protection MTD, à quoi va ressembler l'exacte même attaque? Alors attention, je préviens, c'est rapide. L'utilisateur va sur Outlook. On lui dit « Ah non, 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 ton réseau là, il n'est pas sécurisé. » Voilà. L'attaque n'a pas pu avoir lieu, on a coupé l'herbe sous le pied, c'est fini. Voilà, un exemple d'expérience utilisateur qui essaye d'aller sur un site et qui subit une attaque man in the middle. Alors évidemment, tout ça ensuite, ça va être remonté dans la console avec ce qu'on appelle les forensics, qui vont permettre de mieux comprendre exactement le contexte dans lequel cette attaque a eu lieu, le site éventuellement sur lequel la personne est allée, quels étaient les réseaux qui environnaient, qui étaient autour du mobile ou du smartphone au moment de l'attaque, etc., etc. Toutes informations qui vont permettre aux équipes sécurité de mieux comprendre le contexte et le détail de l'attaque. Donc ici, il s'agit d'une attaque man in the middle, mais ça sera pareil pour tout un type d'attaque. À titre d'information, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on est à plus de 100 types de menaces différentes qui sont paramétrables dans la solution de protection contre les menaces mobiles. Là, je vous en ai montré qu'un seul. Et puis, pour illustrer mon propos sur à quel point c'est facile avec Ivanti d'activer le MTD en un clic, vous voyez à droite, j'ai des appareils qui sont gérés par Ivanti, MDM Ivanti. Je pousse l'activation et la configuration du MTD sur les terminaux. Je force la synchronisation si besoin. Et dans les secondes qui suivent, sur les équipements à droite, on voit ici le module MTD qui a été activé. Donc, on voit vraiment à quel point l'activation, elle se fait en 0 clic, de manière vraiment automatique. Ce qui est vraiment une des forces principales de notre solution Ivanti. On arrive à la fin de la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je vous laisse encore du temps et de l'espace pour me poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est votre moment d'interaction. Donc, je vous écoute. Oui, on a une question? Alors, chez Ivanti, on a, lorsqu'on établit par exemple typiquement un POC. Ah, pardon, excuse-moi, c'est vrai, il faut que je répète la question. Ce niveau de granularité dans la protection des mobiles nécessite une expertise sur la solution, rarement accessible en interne,
quelle solution? Voilà la question. Et donc, c'est une question très pertinente, effectivement. Tout le monde n'a pas forcément une expertise en protection contre les menaces mobiles. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de dire, la solution est bien faite dans le sens où elle vous donne un indicateur de criticité. Sur la console, vous aurez la possibilité de savoir qu'est-ce qui est critique ou moins important en termes de type d'attaque. Donc, ça vous donne déjà une indication sur ce qu'il faut absolument activer en priorité, numéro 1, numéro 2, etc. Conjointement à cela, je dirais que ça peut être pertinent aussi de se faire accompagner par des experts de la protection et de la cybersécurité. Donc, c'est le métier de veiller fréquemment aux usages et à leurs évolutions et de pouvoir peut-être lors du setup initial de la protection contre les menaces mobiles, de faire appel à un peu de conseils pour optimiser au mieux possible la configuration initiale de la solution. Alors, je vois les autres questions apparaître. Il y en a un paquet, en fait. C'est super, c'est génial, vous participez super bien. Alors, j'ai une petite question niveau sécurité. Est-ce qu'il est possible avec Mobile Iron d'imposer un code lors de la réinitialisation pour éviter les réinitialisations poussées par les utilisateurs eux-mêmes? Alors là, on est un peu hors sujet par rapport au topic du jour. Je le garde éventuellement pour la fin. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question spécifique à notre solution MDM. Alors ensuite, merci sincèrement pour votre intervention de très grande qualité, claire, vulgarisante, concrète, vraie vie. Merci. Pourrait-on obtenir un replay? Oui, il y aura un replay. Et le sous-titrage. Alors, il y aura le replay et puis je pense qu'il y aura aussi le lien. On vous enverra la présentation. Sans les vidéos, mais vous allez recevoir tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que celle-là, j'ai répondu. On est bon. Ah, en mode SaaS ou on-premise? Eh bien, la réponse est les deux. On propose à la fois en SaaS et on-prem, la même solution. Alors, je vois aussi une autre question qui vient d'apparaître. Plusieurs. Oh là là! Alors, le MTD est intégré au MDM Ivanti. Nécessite-t-il une licence supplémentaire? Oui, tout à fait, il nécessite une licence supplémentaire. Il est actif mais dormant et il faut pousser une clé d'activation pour l'activer. Et il existe en 2 modèles de licence, le modèle standard et le modèle plus. Le modèle plus comportant tout ce que je vous ai présenté sur la partie app vetting, mais bien plus encore. La solution permet-elle d'avoir une analyse par la DSI de toutes les menaces repoussées par la solution et de toutes les attaques subies? Oui, alors effectivement, vous avez un dashboard déjà d'une part qui vous liste toutes les attaques qui ont eu lieu sur votre flotte. Donc, il fait déjà office d'un reporting assez détaillé. Et de pouvoir faire un suivi des menaces qui ont été corrigées, non corrigées, etc. De pouvoir faire un découpage entre des attaques qui ont eu lieu au niveau plus de l'OS, plus au niveau du réseau, ou plutôt en type malware, etc., etc. J'espère que ça répond à votre question. Bonjour Elise, merci pour le webinaire. Comme tout user, plus on protège, moins l'utilisateur a de confort pour travailler. Alerte systématique, cela arrive même aux admins de désactiver temporairement les EDR pour travailler. Eh oui. Ma question est, quels sont les moyens pour alléger cela chez Ivanti? Le user a un accès évolué sur demande immédiate. Faut-il attendre la nuit ou autre chose? Ok, alors, globalement, comment ça se passe? Quand il y a une menace qui s'opère à l'instant T sur le mobile, l'agent Ivanti met une petite notification système en haut, qui n'est pas du tout intrusive, qui permet d'informer l'utilisateur. S'il le souhaite, il peut ouvrir, cliquer dessus et avoir un peu plus de détails sur cette notification-là. Et on pourrait très bien le laisser comme ça, en mode monitoring, dans un premier temps, le temps d'évaluer un petit peu l'impact sur les utilisateurs finaux, qu'ils ne soient pas trop perturbés au début, et puis progressivement augmenter et
couper certains accès qu'on aura identifiés en faisant la distinguo entre ce qui est une véritable attaque de ce qui n'est pas vraiment une attaque ou qui est moins grave. Et donc, du coup, de pouvoir après, derrière, automatiser certaines actions qui vont être considérées comme étant un peu plus intrusives. Je pense notamment, par exemple, à un utilisateur qui se connecterait à un réseau Wi-Fi non sécurisé. Dans un premier temps, on pourrait déjà juste l'avertir. Ça contribue à l'éduquer et à le sensibiliser. Et puis, dans un second temps, on pourrait très bien dire, dès que tu es connecté à un réseau Wi-Fi malveillant, je te coupe l'accès au Wi-Fi. Donc là, ça peut être un peu plus pertinent pour l'utilisateur final qui se retrouve subitement coupé, déconnecté du réseau. Il va peut-être pas forcément comprendre, mais tout l'enjeu, c'est aussi de bien communiquer, de bien accompagner les utilisateurs finaux et au final, surtout, de mieux les informer au quotidien de chaque action qui est menée et qui peut potentiellement représenter un danger. C'est aussi un enjeu qu'ils soient au courant parce qu'on ne peut protéger que quand on a appris les bons gestes et la bonne hygiène. J'espère que ça répond à la question. Ouais, apparemment oui. La console Ivanti propose-t-elle une fonctionnalité permettant d'empêcher de supprimer l'agent ou bien d'alerter? Alors, je vais partir du principe que la question, c'est d'empêcher de supprimer la protection contre les menaces mobiles. Si c'est pas le cas, repréciser la question dans le chat, mais je vais partir là-dessus et je vais répondre là-dessus. Donc, oui, tout à fait, parfait. Donc oui, effectivement, l'utilisateur final n'a pas le choix. Il ne peut pas désactiver la protection contre les menaces mobiles. J'irai même plus loin. On a même un procédé, ça va revenir sur une autre question d'un autre utilisateur plus tôt, qui était « c'est pas facile, double conteneurisation pro-perso, etc. » On a même un mécanisme qui permet de détecter que si l'un des deux conteneurs n'est pas sécurisé, eh bien, on va punir l'utilisateur quelque part en lui disant écoute, tu n'as pas bien fait ton travail, tu n'as pas sécurisé les deux conteneurs correctement, donc moi je t'enlève l'accès à tes applications professionnelles le temps que tu corriges. Donc le but c'est de ne pas laisser le choix à l'utilisateur final, et contrairement à ces applications qui ne sont pas intégrées, contrairement à la solution Ivanti, à un moment donné, l'utilisateur, il a toujours le choix de désactiver, de ne pas ouvrir, de ne pas autoriser. Là, il n'a pas le choix. On ne lui laisse pas ce choix. On active pour lui à distance et il ne peut rien y faire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Si vous avez encore quelques questions, je les prends. N'hésitez pas, c'est le moment. S'il n'y en a pas d'autres, on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous offrez un café aux clients ici. J'aimerais bien, avec plaisir. Voilà. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à contacter vos responsables de compte respectifs si vous voulez engager plus en profondeur la discussion. À noter que, merci. À noter qu'on lance aussi des campagnes de tests des solutions MTD où on vous accompagne pendant 30 jours actuellement en ce moment. Et je vous remercie tous de votre présence et surtout de votre implication et de vos nombreuses questions très intéressantes et très pertinentes. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une excellente journée.